I'll be back. I'll be back. I'll be back. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. Bonjour à tous et bienvenue dans Tellement de Retour, l'émission des Anones. Aujourd'hui c'est un pilote et on se retrouve avec Nîmes. Bonjour Nîmes. Salut Anthony. Et on aura une deuxième partie où on sera avec notre excellent citoyen qui est rédacteur chez Rage Culture et a un podcast qui s'appelle Curiosité Classique et que vous pouvez retrouver sur Twitter. Mais ça, ce sera dans la deuxième partie. On va commencer par parler un peu de ton actualité, Nîmes. Qu'est-ce que tu as de beau au programme en ce moment? Oui, donc je parle un petit peu des nouveautés chez Rage. En plus, c'est le début d'année, donc je prévois beaucoup de choses pour cette année. Et j'ai un programme assez chargé. Donc la première des choses, c'est ce podcast. En fait, ce podcast, on avait prévu de le faire depuis longtemps. Et je l'ai toujours décalé. C'est difficile de trouver le moment de se pencher sur un nouveau projet. Quand je commence quelque chose, j'aime bien que ce soit dans de bonnes conditions et que je sois sûr que je vais pouvoir le maintenir sur le long terme. Je pense que les conditions sont réunies maintenant et je suis content qu'on puisse faire le premier épisode. Donc c'est un épisode pilote. Je suis sûr qu'il y aura plein de défauts, mais on va les corriger au fur et à mesure. Donc voilà, premier projet, podcast. Toujours les e-books. J'en ai beaucoup en préparation. Là, je suis en train de bosser dessus. J'essaie de faire tous les e-books de l'année en fait maintenant pour me dégager du temps pour justement pouvoir m'appliquer à améliorer le podcast au fil de l'année. Ce mois-ci, en matière de e-books, on va sortir Blonde and Mindset. Donc c'est une grosse fierté pour moi parce que c'est un livre qui est extrêmement important. On pourra y revenir au cours de l'émission. Je pense que citoyen, il y aura des choses à dire dessus aussi. Mais il y aura d'autres ouvrages au cours de l'année qui je pense, sont extrêmement intéressants. J'en ferai la promotion. Je ne vais pas les dévoiler maintenant et m'attarder dessus. J'ai aussi la volonté de faire un moyen-métrage. Donc, comme vous le savez peut-être, on a fait un court-métrage l'année passée où on a adapté Dagon de Lovecraft avec les contraintes des produits actuels. Donc, surtout à l'époque, il commence à s'améliorer déjà. L'ambition, c'est de faire un moyen-métrage maintenant avec le défi d'avoir un peu plus de dialogue. Quand on a fait Dagon, on a pris en compte les contraintes qui existaient. Donc, on a choisi une adaptation où il n'y avait pas besoin de dialogue. Il n'y avait qu'un personnage, des paysages, donc ça reposait sur des travelling. Là, on va se mettre un peu de défi avec une longueur, un métrage un peu plus long, plus de personnages, plus de dialogue. On n'a pas encore choisi ce qu'on allait adapter, mais c'est l'ambition, quoi. C'est déjà quelque chose qui est... Le métrage était fait à partir d'IA, c'est pour ça que tu parles de contraintes. Oui, alors le métrage, je parle de la longueur, en fait. C'est 12 minutes de court-métrage de Dagon. Là, on va faire quelque chose de plus long, je pense, entre 30 et 45 minutes. Quand je parle des contraintes, des outils IA, c'est plus la possibilité d'animation qui existe. Il y a trop d'actions, ça partait complètement en couille, ce qu'ils pouvaient nous proposer. On a utilisé Luma, ça faisait vraiment n'importe quoi. Le dialogue, pour faire le lip-syncing, c'était extrêmement compliqué aussi. Donc le choix de Dagon s'est révélé judicieux parce que c'est un personnage au milieu d'une contrée qu'il ne connaît pas, donc c'est beaucoup d'introspection et de paysages, donc ça s'adaptait parfaitement aux outils qui existaient à l'époque. Mais là, on va viser un peu plus de défis. Je ne sais pas exactement ce qu'on va adapter. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait une fille sur Twitter qui s'appelle Déborah, qui fait pas mal de créations IA, qui a fait une petite création extrêmement simple où elle a mis des fusées et Elon Musk l'a reposté. Parce que c'est aussi simple que ça avec Musk. S'il y a des fusées, il reposte. Donc peut-être que ce fera partie des contraintes qu'on va choisir pour avoir peut-être la possibilité d'espérer de se faire retweeté par Musk. Ce serait un gros coup de pouce. Mais l'idée n'est pas de simplement mettre des fusées en avant. Ça pourrait être un cheval de Troie si on trouve quelque chose d'adapté, qui a quelque chose de plus profond à dire.
Donc voilà pour les projets. Je pense que c'est à peu près tout. J'ai fait le tour. Non, aussi, ce que j'aimerais faire, c'est donc là, on adapte des e-books en les traduisant de l'anglais au français. J'aimerais faire l'inverse parce que justement, BAP a mis en avant des auteurs français, dont certains qui n'ont jamais été traduits. Donc il a mis en avant des moralistes. Est-ce que tu peux juste présenter en 2 mots BAP pour ceux qui ne connaissent pas et le fait que, enfin, juste pour qu'on comprenne l'importance du fait que vous allez sortir les e-books, les traductions de Bronze Age Mindset sur Rage. Oui, donc BAP, un acronyme pour Bronze Age Pervert. C'est un individu qui s'est fait connaître en ligne, donc qui était un anonyme à la base, un anon. Il s'est révélé après, quand on a découvert son identité, que c'était Costin Alamariu et qu'il était un professeur universitaire de philosophie à Yale. Donc en réalité, on voit que c'est quelqu'un qui ne sort pas de nulle part, parce que sa façon de s'exprimer est assez intéressante. Quand on écoute BAP, c'est quelqu'un qui est d'origine roumaine, il va accentuer cet accent, quoi. Donc quand tu l'écoutes, tu as l'impression que c'est un peu un chef de tribu Yamnaya qui essaie de parler de sa compréhension du monde, quoi. Et en fait, au-delà de cette forme, un peu cavalière, c'est quelqu'un qui a une grande maîtrise de la philosophie. Donc il y a ce bouquin dont j'ai parlé, Bronze Age Mindset, et il y a aussi sa thèse qu'il a sortie sous son vrai nom, Costin Alamariu, qui est Selective Breeding and the Birth of Philosophy, où on voit qu'il a une très grande maîtrise des concepts philosophiques et qu'il sait de quoi il parle. Donc il se sert de la forme pour être plus accessible, et ça a marché puisqu'il s'est construit une énorme base de followers. Et c'est parce qu'il a su allier un fond extrêmement simple, une forme extrêmement simple, avec un fond qui, lui, par contre, est extrêmement pointu. Voilà. Je pense que c'est suffisant pour la produire. Le combo est intéressant, je trouve, Mais c'est intéressant, il n'y a pas d'équivalent en France. Bah ouais. Nous, en France, ce que tu pourrais le comparer à Papacito, par exemple, sur la forme. Ok. Papacito a cette façon aussi d'exprimer son imagé de façon simple, mais il n'a pas le fond derrière Papacito. Mais du coup, ce serait Papacito qui a fait l'université de Yale, quoi. C'est ça, voilà. Pour le dire simplement, pour quelqu'un qui est français, qui ne connaît pas BAP, tu pourrais l'expliquer comme ça, quoi. Papacito qui sort de Yale, quoi. Ok. C'est pas mal. Ok, grosse année 2025. Voilà. Donc voilà pour les projets. Ouais. Et donc ce que je disais, c'est qu'il a mis en avant, parce que BAP est d'origine roumaine, mais il parle français. Et donc, il lit le français, et il connaît des auteurs français, il lit dans le texte, il connaît des auteurs qui n'ont pas forcément été traduits, et donc parfois, ils vont en parler, et ça intéresse des gens dans la sphère anglophone. Donc, je pense qu'il y a de la valeur aussi à traduire certains auteurs du français à l'anglais pour les rendre plus accessibles, et ça pourrait faire rayonner la culture française, même si je suis attaché à la grande Europe par-delà les nations, je suis quand même avant tout français, je suis attaché à ma nationalité française, et je serais ravi de mettre en avant les auteurs français qui comptent et qui gagnent à être connus. Combien de textes on peut obtenir en faisant un don pour Rage Culture ? Alors ça dépend. Disons que pour obtenir tous les textes, que tu peux obtenir les textes indépendamment, mais si tu veux obtenir tous les textes à l'heure actuelle, tu peux faire un don de 40 € et tu auras pas l'intégralité des textes, parce qu'en fait, on garde des textes pour les mécènes. Les mécènes, c'est des gens qui nous donnent de 5 € par mois de façon régulière. Donc, eux, ils ont des textes en plus qui sont pas disponibles avec des simples dons, quoi. Mais tu peux avoir tous les textes principaux, et tu vas en avoir une vingtaine en tout, quoi. J'ai dû en enlever quelques-uns là, parce que donc, comme je l'ai dit, Eteri, la maison d'édition de Julien Rochdy, a fait l'acquisition des droits de Yarvin et de Land. Donc ils vont publier mes traductions dans les mois qui viennent, et du coup, comme ils ont les droits, ils m'ont demandé d'enlever les e-books existants, qui est tout à fait normal. Et donc j'ai retiré quelques e-books de ces textes
qui sont maintenant sous droit chez Eteri pour l'ensemble des pays francophones. Ok, chouette. Je vais passer, on va aller très vite sur mon actualité. Le problème, c'est que j'ai un boulot de fou furieux, ce qui fait que j'ai très très peu de temps pour produire quoi que ce soit, ce qui fait que Radioactif est toujours dans sa vitesse, donc qui est mon podcast, est toujours dans sa vitesse, dans sa cinétique moisie, c'est-à-dire 1 ou 2 podcasts par an. C'est vraiment pas beaucoup, désolé, mais j'ai vraiment trop de travail. Donc mon actualité est inverse proportionnelle à la tienne. La tienne est très riche, la mienne est très pauvre. Alors on va passer, plutôt. T'as quand même fait une bonne série là, t'étais sur une bonne série. Ouais, je suis sur une bonne série. Le problème, c'est que ces podcasts, en fait, pour faire un peu les backstage, c'est 2-3 livres que je lis, que je synthétise, que je mélange ensemble, que j'essaie de mettre en cohérence. Alors sauf celui sur G.D. Vance, Hillbilly Elegy. C'était qu'un seul texte, mais bon, derrière, il a fallu quand même un peu bouffer aussi le playbook du Heritage Foundation. On parlera peut-être plus tard. Mais ce qui fait que c'est très long à préparer. Donc, voilà. La qualité, malheureusement, ça demande beaucoup de préparation. Et derrière, il faut encore que je m'améliore sur le son, la lecture, tout ça, quoi. Bon. En tout cas, forcément, en termes de production, c'est très pauvre, mais on va essayer de faire quelque chose de bien pour l'avenir. Du coup, je comptais sortir un épisode sur Starship Troopers parce que le livre est vraiment excellent et il y a pas mal d'enseignements intéressants à tirer qui m'ont vraiment bouleversé sur certaines choses. Derrière cet aspect un peu simpliste, c'était vraiment très profond. Et je suis en train de faire The Weirdest People in the World et le livre je trouve qu'il est magique, quoi. Oui, j'y fais souvent référence aussi, quoi. Bah ouais, mais c'est très fin, c'est très subtil. Moi, j'aime vraiment beaucoup, donc là, il faut que je le finisse. C'est ce que je suis en train de manger en ce moment. D'ailleurs, j'ai fait un tweet récemment là-dessus où j'ai dit, comment je l'ai formulé exactement, mais j'ai dit, me demandez pas d'être raciste, je veux pas être raciste parce que je suis blanc, quoi. En référence à cette psychologie, quoi. Et pour introduire un paradoxe, hein, c'est marrant parce que c'est un truc qui a été assez mal compris où les gens me demandaient explicitement d'être raciste. Ils me disaient mais alors je t'es raciste, t'es pas raciste, dis-le que t'es raciste. Ils disaient non, bien sûr que je suis raciste comme tout le monde, mais pas autant que les autres parce que je suis blanc, quoi. Exactement. En fait, pour le dire en 2 mots, la thèse du livre, vraiment en 3 mots, si je peux le dire, c'est la population blanche, industrielle, éduquée, occidentale, à un niveau de conscience ethnique qui est plus faible, qui lui permet de réaliser des collaborations à plus grande échelle, et donc de créer cette civilisation extraordinaire, d'opulence, d'efficacité incroyable, à travers un esprit analytique très performant, mais qui nécessite nécessairement un niveau de conscience ethnique plus faible, qui vient d'une histoire évolutive très particulière, ce qui rend les Occidentaux singuliers. Mais du coup, c'est très drôle parce que ça me fait penser à ton texte, la modernité comme drépanocytose, c'est-à-dire cet avantage évolutif peut aujourd'hui, éventuellement, dans un nouvel environnement, être un désavantage évolutif aussi par bien des aspects. Et donc, en même temps, tu vois, pour sauver cette population, faut un niveau de conscience ethnique plus fort, mais en même temps, tu augmentes le niveau de conscience ethnique, tu n'es pas sûr que cette société très efficace va pas rétrograder sur d'autres plans, notamment en termes de croissance économique, en fait. Hein. Ouais, c'est exactement le point que soulève Peter Thiel aussi dans Le Moment Straussien. Absolument. Quand il dit qu'on va être face à un dilemme de devoir perdre notre identité ou perdre notre identité, en gros, perdre ce trait particulier ou perdre notre identité parce qu'on va accepter trop de personnes qui partagent pas ce trait et qui vont détruire ce qu'on est. Et c'est ça qui est aussi... là, tu vois que Peter Thiel a vraiment 3000 de QI. Parce que dans Le Moment Straussien, il en parle de façon justement cryptique. Il le dit pas de façon... c'est pas hyper ouvert, c'est pas écrit de façon claire. Ce qui fait qu'il évite les ennuis parce qu'il sait que les weird détestent ceux qui ont une conscience ethnique, en fait. Donc bon, voilà, c'était juste pour dire ça et dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre qui est très intéressant. J'attends ton épisode avec impatience. Faut que je me dépêche.
Du coup, ça c'est pour l'actualité. Du coup, on va parler. C'est drôle parce qu'on parle depuis un moment et on n'a pas dit pourquoi on a fait ce podcast tellement de retours, donc l'émission des Anones. Et c'est toi qui as eu l'idée du concept et je voudrais que tu le présentes du coup aux auditeurs. Ouais, donc l'idée, c'est très simple. Hein. Comme tu l'as dit, on a été sur le nom. Quoi. Au début, on avait pensé à appeler l'Exit. Et finalement, et puis Anon, et finalement tellement de retours, parce que je voulais un truc même encore plus simple. Et l'émission des Anones, parce que l'idée, le fondement, c'est d'inviter des Anones à chaque émission. Donc, cette émission pilote, on invite moyen. Et l'idée, c'est d'inviter un Anon à chaque émission. Qu'est-ce que j'appelle un Anon ? La condition, c'est pas seulement d'être anonyme, en fait. Quoi. Les Anones, c'est justement, comme je l'ai dit, à propos de BAP, BAP était un anon à la base, quelqu'un qui s'exprimait anonymement sur Internet. Est-ce qu'on va appeler les anones ou du coup, rester dans cette atmosphère de BAP? On parle des frogs. Ce sont ces jeunes hommes sensibles, anonymes et intelligents, quoi. Des gens qui prennent la parole sur Internet de façon anonyme et qui ont des choses à dire qui sont parfois plus pertinentes que n'importe quel universitaire qui parle sous son vrai nom. Quoi. Donc l'idée, c'est de proposer un podcast où on peut inviter ces gens et beaucoup de personnes en tête, vous les avez aussi, hein, on pourrait parler de Bouli. Alors, je ne sais pas s'il accepterait de venir parler, exposer sa voix. Lui, il est sur un créneau assez particulier. Parler de Marc Vanguard aussi, qui est assez récent, mais qui a obtenu beaucoup de followers assez rapidement parce qu'il fait un travail de qualité assez incroyable. Et je pense que Marc Vanguard correspond vraiment à l'anon typique, quoi. Le mec anonyme qui débarque et qui fait un travail qui vaut tous les travaux des universitaires. Quoi. Ah ouais, ce serait vraiment super de l'avoir pour le coup. Oui, j'aimerais beaucoup. Je vais commencer à inviter les gens, de toute façon. Je vais voir comment ils réagissent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas envie qu'on entende même leur voix. Mais l'idée, c'est ça. Donc, j'essaie de les convaincre. Je pense que il y a beaucoup de gens brillants parmi ces anonymes et ce serait intéressant de pouvoir passer un peu de temps avec eux pour avoir une discussion, quoi. Donc, le cœur de l'idée, c'est ça, quoi. C'est d'avoir un podcast où on invite ces gens et on l'oriente autour d'un thème à chaque fois. Donc, pour ce pilote, le thème, ce sera l'exit. Comme j'ai dit, au début, on pensait même appeler l'émission l'exit. Finalement, on l'a appelé tellement de retour et on a choisi d'avoir pour premier thème l'exit. Et donc, on a invité Citoyen en lien avec cela, puisque Citoyen habite au Canada et qu'il y a des discussions aujourd'hui sur le sort du Québec avec la nouvelle administration américaine. Est-ce que tu veux que je commence ma partie sur l'exit ou tu veux la commencer ? Vas-y, je te laisse l'honneur. Donc oui, l'idée, c'est d'avoir une première partie qui sera publique. Donc c'est de séparer le podcast en deux parties. Une première partie publique, une deuxième partie privée. Comme je l'ai dit, les anones peuvent vouloir conserver leur anonymat, justement. Et donc l'idée, c'est de faire une émission qui est privée ou pas disponible à n'importe qui. On préserve leur anonymat autant que possible. Donc, on a cette première partie où Anthony et moi allons mettre en avant une petite histoire sur le sujet en question, aujourd'hui sur l'exit, et après une discussion ouverte avec l'anon du jour. Donc, vas-y, Anthony, oui, je t'en prie. Raconte-moi ton petite histoire. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne s'est pas mis d'accord au préalable. Je ne sais pas de quoi Anthony va parler tout de suite. Eh ben écoute, c'est très compliqué parce que quand tu m'as dit oui, il faut que tu trouves une petite histoire sur l'exit, je me suis dit mais de quoi je vais bien pouvoir parler ? Et derrière tu m'as dit donc là notre invité ce sera Citoyen qui est canadien et je me suis dit mais de quoi comment je vais pouvoir raccrocher les wagons ? Et en fait j'ai trouvé une histoire qui nous lie quand même un petit peu parce qu'en fait si tu veux dans la thématique de l'exit il y a quelque part s'en aller de quelque part et c'est pourquoi tu t'en vas. Et c'est-à-dire qu'est-ce que tu quittes et qu'est-ce que tu espères trouver. Et en fait, c'est très drôle parce que la thématique de l'exit dans le contexte néo-réactionnaire, c'est quitter un endroit qui te restreint en termes de liberté. Mais alors pourquoi tu pourrais te dire c'est moins bien ?
C'est parce que la potentialité diminue. C'est-à-dire le nombre de choses que tu es susceptible de faire, dont tu as la potentialité de faire, diminue. Et en fait, par exemple, il y a les 10 lois du bonheur de Jonathan Haidt, où il prend un exemple montrant que la potentialité est un élément qui participe à notre bonheur, mais surtout qui décroît notre stress. Il y a une expérience qui est intéressante où en fait, des gens sont exposés à du bruit et ils doivent faire des tâches, je sais pas, travailler sur l'ordinateur, et il y a du bruit, je vais donner un exemple, comme si la fenêtre était ouverte et qu'il y avait la route qui passait au pied de votre maison avec des voitures qui klaxonnent toute la journée. Et donc en fait, quand tu demandes le niveau de stress de ceux qui travaillent toute la journée sous ce bruit, qui sont dans cette pièce avec la fenêtre ouverte, ils vont dire, bah moi c'est infernal, j'en suis à 8 sur 10 de stress, ça me casse vraiment les pieds. Tu refais la même expérience en leur disant que ils doivent garder la fenêtre ouverte le plus possible, mais ils ont la possibilité, s'ils n'en peuvent plus, de fermer cette fenêtre et donc de réduire ce bruit. Et en fait, en laissant ce choix, sachant que la plupart d'entre eux vont laisser la fenêtre ouverte, donc en termes d'exposition au bruit, ils ont eu exactement la même journée, mais le fait d'avoir le choix réduit de 4 points le stress, ce qui est énorme. C'est-à-dire vous réduisez de moitié juste le fait d'avoir le choix. Ce qui fait que une société qui réduit ta potentialité, même en te donnant un filet de sécurité, ne peut physiologiquement pas participer à ton bonheur. Et un élément, justement, en termes d'exil ou d'exit, un exemple, c'est... il y en a eu plein dans l'histoire, évidemment, mais c'est tout simplement tous les soviétiques, tous ceux qui sont partis du RSS pour rejoindre les peuples libres. Et il y a un bouquin que j'adore, qui a été écrit par Viktor Kravchenko, qui s'appelle « J'ai choisi la liberté ». Et en fait, Viktor Kravchenko, c'est un haut fonctionnaire soviétique qui va finir par quitter l'URSS de façon illégale, s'enfuir et avoir le statut de réfugié politique aux États-Unis. Et donc, il a écrit un livre justement sur qu'est-ce qu'il quitte, c'est comment la vie en URSS et qu'est-ce qu'il trouve. Et en fait, pourquoi je dis que je raccroche les wagons avec notre invité, c'est parce que le premier pays libre qu'il va visiter, c'est le Canada en l'occurrence. Alors, c'est pas le Québec, excuse-moi, ça va être à Vancouver qu'il va aller. Mais alors du coup, j'ai que 2 textes très rapides à vous lire, justement, c'est « Qu'est-ce qu'il quitte ?» Je vais vous citer Viktor Kravchenko. Les rations alimentaires étaient à peine suffisantes pour empêcher les gens de mourir de faim. Et encore, les magasins n'arrivaient que rarement à les servir. On redoutait la faim et le froid plus encore que la Luftwaffe. La guerre ne durerait que 8 à 9 mois et déjà les habitants de notre capitale mangeaient du pain à base de farine de pommes de terre. Ils tuaient leurs chiens et leurs chats et mangeaient les corbeaux quand ils pouvaient en attraper. On aurait beau jeu après cela à prétendre que nous nous étions préparés à la guerre. Comme au plus mauvais jour de la période révolutionnaire, les moscovites brûlaient leur mobilier et leurs clôtures ou palissades dans un effort désespéré pour se chauffer un peu. La mortalité ne cessait d'augmenter dans la ville, ce à quoi les tribunaux militaires et le NKVD contribuaient très efficacement en fusillant à tort et à travers les propagateurs de fausses nouvelles et les traîtres, vrais ou imaginaires. Irina maigrissait. Depuis que le bureau qui l'employait servait un maigre repas, elle partageait ses rations avec ses amis moins favorisés qu'elle. Notre appartement n'était pas chauffé et nous vivions emmitouflés dans de gros manteaux, dans de châles de laine, les mains gantées. La plupart du temps, il n'y avait pas d'électricité. Et souvent aussi, nous manquions d'eau. Il arrivait même que la canalisation de l'unique toilette de l'étage fût gelée pendant plusieurs jours. La vie était difficile et sans joie à Moscou. Et Moscou payait le prix d'un quart de siècle de gâchis bureaucratique et de despotisme politique. Donc voilà, ça c'est un avant-goût de ce qu'il quitte. Maintenant, on va voir pourquoi il a quitté cet endroit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il trouve quand il s'en va. Et donc c'est quand il va au Canada. Vancouver, la tête me tournait, mon esprit battait la campagne, j'étais libre. Qui donc a dit qu'il faut avoir connu l'esclavage pour apprécier la liberté ? En me promenant dans les rues de Vancouver avec quelques-uns de mes compagnons de voyage, j'avais l'impression de n'avoir jamais rencontré autant de gens heureux que j'en voyais autour de moi. Les vitrines des magasins nous plongeaient dans la stupéfaction. Quelle abondance prodigieuse de vêtements, de nourriture et d'objets de toutes sortes. Nous étions comme des enfants que l'on conduit au cirque et qui s'extasient devant des merveilles sur lesquelles les grandes personnes sont blasées depuis longtemps. Je ne cessais de me répéter à moi-même, on dirait que le rêve socialiste de l'abondance et de la richesse mise à la portée de tous est devenu ici une réalité. Voilà donc la récompense que l'on nous a promise pour plus tard, quand nous aurions fini avec nos plans quinquennaux successifs. Ce qui est intéressant déjà, c'est que le rêve socialiste, en fait, c'est la vie normale dans une société capitaliste. Je continue.
Je dois avouer qu'il y avait aussi un peu d'amertume dans mes pensées, tellement ces gens, qui étaient nos alliés, semblaient ignorer les horreurs et les sacrifices de toutes sortes que la guerre avait imposés à mon malheureux pays. Nous entrâmes dans des magasins pour faire nos premiers achats capitalistes. Pouvions-nous réellement acheter autant de pain, de chemises, autant de chocolat que nous en avions envie ? Cela tenait du miracle. Quant au prix, il nous semblait d'un bon marché ridicule. Les jeunes filles qui nous accompagnaient, béats d'admiration devant une robe exposée dans une vitrine, à Moscou ou à Vladivostok, si elles avaient pu trouver en pleine guerre un aussi beau vêtement, elles l'eussent volontiers payé 2 ou 3 000 roubles, somme qui représentait pour elles 8 ou 10 mois de leur salaire, ou encore leurs économies de plusieurs années. Or, à Vancouver, ce chef-d'œuvre était marqué 14,98 $. Nous décidâmes d'entrer dans un magasin de chaussures. On nous y accueillit avec des sourires et on nous fit gentiment asseoir sur des coussins. « Ce salopard a vu que nous étions étrangers et il veut nous en mettre plein la vue », grogna l'un des nôtres qui était mauvais coucheur. Mais il ne réussit pas à nous convaincre, car nous constatâmes bientôt que les Canadiens étaient traités avec autant de politesse que nous. Le vendeur, aussi bien vêtu que l'était l'infâme capitaliste dans nos films soviétiques de propagande, nous présenta des quantités de paires de souliers, de formes et de couleurs différentes. Nous avions l'impression de nous trouver dans un véritable musée de la chaussure. Il parut étonné de notre surprise et de la joie que manifestaient nos compagnes. Quant à moi, l'intérêt que je porte aux questions sociales me fit lui demander s'il était le propriétaire du magasin. Il se mit à rire et me répondit qu'il n'était qu'un simple vendeur. « Me trouveriez-vous indiscret si je vous demandais ce que vous gagnez par mois ?» lui dis-je. « Pas du tout, me répondit-il. Évidemment, cela dépend des ventes que je fais, mais en moyenne, je gagne 150 $. 150 $? S'écria en russe notre compagnon le misanthrope. Chacun de nous calculait mentalement le nombre de paires de chaussures que l'on pourrait acheter avec cette somme. Avec son gain mensuel, le cochon pourrait donc s'offrir 30 paires de chaussures. Nous visitâmes ensuite un magasin où l'on vendait des chemises, des cravates, des mouchoirs, des pullovers et des imperméables. Le tout à profusion et à des prix très modérés. Nous n'arrivions pas à comprendre comment ce magasin n'était pas pris d'assaut par des hordes d'acheteurs affolés et vidé en un clin d'œil de tout son contenu. Non seulement ces invraisemblables capitalistes vous vendaient tout ce que vous aviez envie d'acheter, mais encore, ils vous enveloppaient votre achat et vous remerciaient. Voilà, c'est la société de Vancouver décrite par un haut fonctionnaire de l'Union soviétique qui quitte l'URSS justement et qui va cette expérience va commencer à lui travailler l'esprit. Donc voilà la petite histoire que je voulais raconter sur les anecdotes sur l'exit pour accrocher les wagons justement avec notre invité. Ça va aussi raccrocher les wagons avec mon histoire de façon un peu indirecte, mais je peux faire un détour par le léninisme, du moins, quoi. Donc je vais raconter mon histoire maintenant. Et ce que j'ai envie, c'est d'expliquer ce que c'est l'exit, de mon point de vue, d'un point de vue philosophique, mais aussi de ses conséquences politiques. Et pour ce faire, je vais commencer par une image géologique en premier lieu. Et pour rester dans le thème Blended Mindset qu'on a déjà introduit il y a quelques minutes, je vais commencer par l'image du volcan. Le volcan, dans la philosophie de BAP, c'est une image qui est assez importante, qui met en avant sur la couverture, et dont il parle dans l'avant-propos. Il explique comment Empédocle se serait jeté dans un volcan, persuadé qu'il ne mourrait pas, non seulement qu'il ne mourrait pas, mais qu'en plus, il renaîtrait en tant que Dieu. Plus que ça, dans la philosophie de BAP, donc le volcan va incarner la nature, et la puissance de la nature, la force de la nature. Quand un volcan en éruption, ça dégage une énorme puissance, quoi. La lave qui coule, ça emporte tout sur son passage. Donc, vous avez sûrement vu des vidéos de volcans en éruption, même peut-être avez vu des volcans live en éruption, avec cette lave qui coule, qui parfois atteint la mer, et quand elle atteint la mer, elle va se refroidir, et à l'intérieur de la lave refroidie qui durcit, il va y avoir une lave interne qui va s'extraire. Donc, on va avoir cette image de l'exit. Et je vais vous demander de conserver cette image dont je me resservirai plus tard. Et vous avez sûrement vu ça avec ces coulées de lave qui font des espèces de boules successives où à chaque fois, il y a une partie de la lave active qui s'échappe de cette partie qui s'est durcie sous l'environnement aquatique et donc plus frais qui va refroidir et durcir la lave. Mais pour revenir à des considérations plus philosophiques, quand BAP parle de la nature, il ne parle pas de balade en forêt avec les arbres et les petits animaux. Il parle de la nature sous l'angle où les Grecs anciens l'entendaient, c'est-à-dire la physis.
c'est-à-dire la nature avec les lois de la nature et une idée de croissance, c'est-à-dire que chaque chose a une nature interne qui le pousse vers la croissance. En plus des lois de la nature, les Grecs parlaient de ce qu'ils appelaient le nomos, qui étaient les lois humaines, c'est-à-dire les conventions. Et en cela, Bap est extrêmement nietzschéen, puisque dans la philosophie de Nietzsche, il y a une certaine opposition entre le nomos et la physis. Comme j'ai dit, la physis, c'est les lois de la nature, et les règles des hommes. Donc les lois des hommes, ça va être n'importe quelle convention, ça peut être les mœurs, la religion, et les lois. Elles vont nécessairement s'opposer à la physis, ou du moins vont être forcément partiellement en désaccord avec la physis. Toute convention créée par l'homme ne respecte pas entièrement la nature. Donc il y a cette opposition entre le nomos et la physis. Mais comme tu peux le remarquer, en fait, le nomos repose sur le langage, et il serait impossible de parler de la physis sans le langage et sans ces conventions qui nous permettent d'en parler en premier lieu, quoi. Donc, même si le nomos va être partiellement non aligné avec la physis, on ne peut pas faire l'économie de reposer sur un nomos pour pouvoir comprendre la physis. L'idée, ça va être qu'on doit toujours viser à avoir un nomos le plus aligné possible avec la physis. Le plus aligné possible avec les lois de la nature. C'est exactement ce dont parle Francis Chervin de son côté. Donc il s'est fait appeler Mencius Mollberg au début pour cette raison, je pense, parce que Mencius était le disciple de Confucius qui a mis en avant, qui était extrêmement important, de toujours conserver une adéquation entre les mots qu'on utilise et leur rapport qu'ils entretiennent avec la réalité. En d'autres termes, de toujours maintenir une adéquation, un alignement entre nomos, nos conventions, et la réalité, la physis, la nature. Les problèmes vont intervenir lorsque le nomos et la physis ne sont plus alignés. Et donc ce que Curtis Yarvin appelle la cathédrale, en réalité, c'est le nomos. La cathédrale, c'est l'association de l'université et des médias qui vont créer et qui vont diffuser le nomos de notre culture, donc la culture occidentale à l'heure actuelle, repose sur ces universités et ces médias qui créent et qui véhiculent ce nomos. Toute culture a nécessairement un nomos. Donc le nomos n'est pas bon ou mauvais en soi, mais les problèmes commencent quand ce nomos n'est plus aligné avec la physis. Et c'est là où je peux rejoindre le léninisme, parce que ce qu'on a observé avec la cathédrale, justement, c'est qu'elle a favorisé ce que Spandrel a appelé le bio-léninisme. Alors le léninisme, c'est ni plus ni moins que permettre à des gens, leur offrir un statut qu'ils ne devraient pas avoir. Dans le cas du léninisme, et donner des places de haut statut à des paysans ou à des ouvriers, alors qu'ils ne devraient pas avoir cette place, mais on leur donne, pour une raison simple, c'est parce qu'ils sont loyaux au parti. En fait, ils doivent leur statut au parti. Sans le parti n'aurait pas ce statut. Et donc, naturellement, ils vont avoir cette loyauté envers le parti. Et donc, le parti, il voit un intérêt, quoi. Mais le problème, c'est que on voit ici ce manque d'alignement entre le nomos et la physis, parce que on va donner des places à des gens qui ne devraient pas les avoir et qui doivent leur place à ces conventions. C'est-à-dire que si on laisse la liberté, la hiérarchie va s'établir suivant les gens qui suivent le plus la physis. Or, dans le cas du léninisme, on crée des conventions où on va attribuer des places à des gens qui ne devraient pas les avoir parce qu'ils ne respectent pas la physis. Et c'est là où les problèmes commencent. On crée un nomos qui n'est pas aligné avec la physis. La société ne sera pas sélectionnée par la nature, et tout simplement, ça veut dire qu'elle va s'effondrer, quoi. Donc vous allez la prendre à vos dépens. Sauf si vous faites partie du parti vous-même, vous êtes haut placé, ça va marcher un temps, ce sera aux dépens des autres, mais pour vous, individuellement, ça devrait aller, quoi. Et donc Spandrel lui parle de bio-léninisme, c'est-à-dire que ce qu'on a observé à l'heure actuelle avec la cathédrale, on voit que les USA ont réagi, mais encore le cas en Europe, ce qu'on observe, c'est que
et ce qu'on appelle le bio-léninisme, c'est-à-dire qu'on a donné des places, non pas en fonction de la classe, on a donné des places à des gens qui ne devraient pas avoir cette place biologiquement. L'idéal va être la femme noire, obèse et lesbienne. On lui dit, voilà, toi, en temps normal, avant, tu avais une place qui est tout en bas, eh ben on va donner une place qui est tout en haut. Et donc cette personne doit tout au parti, et donc elle aura une loyauté sans faille. On observe aux USA à l'heure actuelle, c'est des gens qui ont décidé qu'il fallait plus respecter la FUSIS, en réalité. Et on verra que ces gens parlent de vérité parce qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'on va appeler la FUSIS, ce qu'on peut appeler la vérité. C'est-à-dire que quand je parle de décalage entre le nomos et la FUSIS, c'est ni plus mal que ça. C'est est-ce que vous dites ce que vous défendez est vrai ou est-ce que c'est faux? Et on avait un système qui reposait sur le mensonge. Et c'est exactement ça, de dire que c'est un mauvais nomos, c'est un nomos qui repose sur le mensonge, sur l'opinion, et non sur la vérité. Et on a ces gens, l'administration Trump, qui ont décidé qu'il fallait réagir, parce que sinon, on allait droit dans le mur. Et comme je l'ai dit, c'est impossible d'avoir un nomos qui est parfaitement en adéquation avec la FUSIS, tout simplement parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est la FUSIS. On est toujours obligé de construire des nomos et de faire en sorte qu'ils soient le plus adaptés possible à la FUSIS, mais on ne peut pas comprendre ce qu'est la FUSIS directement. Et donc, on a ces gens qui ont réagi et qui ont décidé de renverser la table et de dire, non mais là, par contre, c'est sûr, c'est qu'on va droit dans le mur et on va tenter de remettre un peu les choses en ordre. Et pour moi, c'est ça l'exit. En fait, donc il y a plusieurs façons de faire un exit. Et là, vous pouvez retrouver l'image que j'ai donnée de la lave qui s'enfonce dans la mer et où il y a cette surface qui va se durcir. C'est exactement ce qui se passe pour les sociétés. Quand on voit ces régulations, ces lois liberticides où on ne pouvait même plus s'exprimer, la vérité ne pouvait même plus avoir la possibilité d'être exprimée. On l'a vu avec le Covid, par exemple. Le simple fait d'émettre la possibilité que c'était sorti dans un laboratoire était complètement censuré. Et donc, on n'avait plus la simple possibilité de chercher la vérité. Et ça, c'est le pire pour une culture. Quand il y a un autoritarisme, comme tu l'expliquais dans le cas du communisme, mais ça marche pour n'importe quelle configuration, quand il y a un autoritarisme qui va dicter ce qu'est la vérité, ça va forcément créer des conventions qui sont mauvaises. Le nomos n'est pas mauvais en soi, mais si on lui laisse pas la flexibilité de découvrir ce qui est vrai, et donc de suivre la FUSIS, ça va se scléroser. Donc ça va être cette phase de la lave qui se refroidit, qui se durcit, et qui empêche la partie vivante, entre guillemets, de sortir, de dégager cette énergie. Donc, ce qu'on observe par cette métaphore, ce qu'on observe aux USA, c'est un peu ça, quoi. C'est cette lave qui se dégage, qui s'extrait de cette partie qui s'était durcie et qui veut retrouver la vitalité et les lois de la FUSIS. Donc voilà ma conception de l'exit. Et ça fait le lien avec notre invité, puisqu'on va parler de l'Amérique du Nord et du Canada et des impacts que ça peut avoir, parce que je pense qu'en tant qu'Américain, c'est une très bonne nouvelle. Après, en tant que pays annexe, c'est pas une énergie qui vient de nous-mêmes, une énergie qui va se déverser sur nous. Et donc, il y aura des impacts positifs et des impacts peut-être négatifs aussi. Je pense que notre invité a très envie de réagir. Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième partie et qui est réservée aux donateurs? On passe donc à la suite avec notre invité qui sera en privé. Et si vous voulez y avoir accès, il suffit de donner un tip sur le Tipeee de Rage Culture et vous aurez accès à tous les épisodes. Mais pour l'instant, il n'y aura que celui-là, évidemment.